Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour le traditionnel avant-match. Les Parisiens se sont déplacés ce mardi dans le nord de l'Angleterre pour y affronter Newcastle demain soir dans leur enceinte de St James Park qui devrait être en folie à l'occasion du retour de leur équipe en Ligue des Champions 20 ans après. Donc tout un stade contre nous, un peu plus de 2000 supporters parisiens attendus, ça promet une ambiance des grands soirs, la Ligue des Champions tout simplement. Et sur le terrain, on aura deux équipes qui se cherchent un petit peu en ce début de saison, qui sont en rodage. Alors d'un côté, notre PSG qu'on connaît très bien, les 7 points qu'on a laissés en Ligue 1, notre 5e place et le 0-0 contre Clermont le week-end dernier. De l'autre côté, Newcastle qui ont eu des débuts poussifs au mois d'août, mais pour qui la trêve internationale de septembre a été bénéfique. Ils se sont remis un peu les idées en place, ils restent sur 5 matchs sans encaisser de but, 5 clean sheets, et pour moi c'est la statistique la plus éloquente quand on parle de tactique, d'enjeu pour demain soir. Et en Ligue des Champions, il reste sur ce match nul et vierge contre Milan, qui était assez chanceux pour eux. 9 tirs cadrés à 1 pour les Milanais qui ont beaucoup dominé. Un Raphaël Leao qui aurait pu régler la mise. Mais au final, ils prennent un point et ils sont donc toujours en vie dans ce groupe de la mort, puisqu'on rappelle que Newcastle est l'équipe du chapeau 4 que personne ne voulait au moment du tirage. Et au final, dont on a hérité, demain soir, on parle probablement d'un des matchs les plus difficiles de notre première partie de saison avec le déplacement à San Siro. Donc voilà, bien sûr, il y a beaucoup d'enjeux tactiques qu'on va développer dans cette vidéo. Alors installez-vous, c'est parti. Avant que la vidéo commence, petit placement de produit pour le site ZoFoot qui vous propose des répliques non officielles mais d'excellente qualité de tous vos maillots préférés, beaucoup d'équipes représentées, sélection nationale aussi, avec des badges, écussons et flocages d'excellente qualité comme les coutures. Vous pouvez personnaliser tout ça au moment de votre commande avec 10% de réduction. N'hésitez pas à utiliser le code qui est dans la description, tout comme le lien vers la boutique et les détails de la promotion en cours. Vous avez un ou plusieurs maillots offerts en fonction du montant de votre panier. Le maillot est à indiquer au moment du paiement dans la page de commentaires. Et pour la livraison, sachez qu'il vous faudra entre 15 jours et 3 semaines grand maximum pour recevoir votre commande. Voilà, merci à eux, c'est eux qui régalent. Alors, commençons avec ce nouveau débat qui anime l'actualité parisienne, qui a été initié par Luis Enrique lui-même il y a une semaine au moment du Classico, qu'il a décidé de jouer avec 4 joueurs à vocation offensive. Dans ce 3-3-4, 4-2-4, où Vitinha est éjecté du 11 au profit de Barcola, qui a donc ce rôle de fixateur, compensateur de Mbappé sur les phases défensives, mais surtout qui doit coller la ligne. Et comme il a des caractéristiques complètement différentes du Portugais, ça change beaucoup de choses dans notre animation offensive. Et donc, on a joué nos 2 derniers matchs dans cette structure. Est-ce qu'on doit la reconduire demain soir ou au contraire revenir à notre 4-3-3 dit classique de ce début de saison? Eh bien, on va trancher dans cette vidéo puisque j'ai un avis, une préférence très claire du moins pour demain. Commençons par le système A4. Le système A4 avec donc Barcola sur ce côté gauche et un constat. Je trouve qu'on est sur une situation très similaire à celle du début de saison dernière jusqu'à la fameuse story pivot gang de Mbappé. À savoir un joueur qui colle complètement la ligne, occupe exclusivement le couloir et donc prive Mbappé de ces phases de jeu où il peut partir de l'aile pour revenir dans l'axe. Là, Mbappé, contre Clermont, était cantonné à un rôle dans le demi-espace, dans la densité, beaucoup plus axial. Voilà. Et donc, ce rôle d'ailier que Mbappé voulait absolument la saison dernière, quitte à faire des stories publiques où il désavoue son entraîneur, on l'a retrouvé contre Clermont samedi. Je trouve ce parallèle assez intéressant dans la mesure où du coup Barcola se différencie de Vitinha parce que Vitinha pouvait laisser l'aile à Mbappé pour qu'il démarre ballon au pied, cherche des 1 contre 1, revienne dans l'axe pour trouver son fameux 9 pivot qu'il n'a pas eu l'année dernière et qu'il a avec la signature de Gonzalo Ramos et du coup les titularisations de Colomani puisque c'est lui qui démarre les matchs ces derniers temps. Donc la grosse différence entre le côté Vitinha Mbappé et le côté Barcola Mbappé dans le système A4, c'est que du coup avec Barcola on est vraiment, je trouve, dans une situation complètement similaire à celle de l'année dernière. Alors est-ce que Mbappé va faire une story pivot gang pour autant je ne sais pas, mais je trouve voilà, qu'on est complètement pareil. La seule petite nuance c'est que Mbappé est un peu moins axial quand même que l'année dernière, il est plus dans le demi-espace, mais
ça change en rien le fait qu'il ne peut plus démarrer ses actions sur le côté, puisque Barcola y est exclusivement, alors que Vitinha y est quand Mbappé a décidé de revenir dans l'axe. Mais voilà, les deux interchangent beaucoup plus facilement. Vitinha est beaucoup plus malléable avec Mbappé. Peut-être aussi que leur entente est plus travaillée qu'avec Barcola et que du coup, ils peuvent interchanger beaucoup plus facilement. Voilà. Donc, je trouve qu'avec Vitinha, ce côté gauche est un petit peu mieux animé. Surtout que Barcola est un joueur que tu peux faire rentrer en deuxième mi-temps, qui peut te servir en matière de coaching, plus qu'un Vitinha par exemple. Et surtout quand je vois le match de Barcola contre Clermont, à savoir des difficultés à passer son vis-à-vis, un joueur qui se montre plus sur ses retours défensifs que sur ses 1 contre 1 offensifs, et surtout, un joueur qui, dès le début de la seconde mi-temps, voire la fin de la première, flanche physiquement. Alors qu'on était dans un match quand même où nous, en tant que supporters, on luttait contre l'endormissement. Hein. Le rythme n'était pas très élevé. Donc, le faire démarrer en Ligue des Champions dès demain soir, je me dis, sachant que son début de saison a été un petit peu haché avec son transfert très tardif de l'Olympique Lyonnais, déjà que sa titularisation lors du Classico m'a un petit peu surpris, sachant qu'elle sortait un petit peu de nulle part, lui restait sur 25 minutes de temps de jeu au PSG. Bon, le titulariser demain dans un système à 4, autant vous dire que je préfère le 4-3-3 avec Vitinha qui connaît la compétition, qui reste quand même sur un trophée d'homme du match contre Dortmund il y a 15 jours. Et donc Barcola qui rentre, surtout que bien sûr c'est un joueur de coaching. Voilà, au vu de sa fréquence d'appui, ses capacités à éliminer et surtout sa justesse dans le dernier tiers. Voilà, je pense que Barcola peut nous être très utile. Alors l'équipe ce matin a rajouté encore un débat dans le débat, puisque Luis Enrique, pardon, puisque c'est son prénom, Luis Enrique entier, a travaillé un 4-2-3-1 avec Kolo Muani à droite, Gonzalo Ramos en pointe, Mbappé à gauche et donc Dembélé en soutien, en numéro 10, derrière Ramos. Alors, sachant que cette idée de Dembélé numéro 10, Enrique l'a écarté il y a 3 semaines en conférence de presse, mais ce soir il est un peu revenu dessus puisqu'il a dit de Dembélé qu'il était capable de jouer à gauche, à droite, mais aussi dans l'axe. J'ai noté cette petite subtilité. Moi, très honnêtement, sur le papier, quand j'ai lu l'article ce matin, j'étais content. J'étais content parce que je me suis dit c'est quelque chose à tester. Gonzalo Ramos, pour moi, doit être le numéro 9 de cette équipe. Kolo Muani a beaucoup de difficultés sur ce poste-là face à des blocs bas. Et en fait, surtout, Kolo Muani à droite, ou du moins sur un côté, j'ai beaucoup apprécié en fait. Et Dembélé dans l'axe, alors on sait très bien qu'il a fait une saison en tant que numéro 10 à Dortmund qui était probablement la meilleure saison de sa carrière, même si ça remonte, hein, vous me direz, Dembélé n'est pas le joueur qu'il était à cette époque-là. Je demande à voir, maintenant, pas demain, évidemment, sachant qu'on ne l'a pas bossé samedi contre Clermont où tu as mis Kolo Muani en pointe, Dembélé sur son côté droit et donc Mbappé un petit peu plus à gauche. Et puis surtout, donc je mets pas ça en Ligue des Champions sans l'avoir testé au préalable. Et le gros point fort du PSG en ce début de saison, évidemment, c'est le duo Hakimi-Dembélé que tu casserais pour mettre Kolo Muani qui, je pense, n'aurait pas la même relation avec Hakimi que Dembélé aujourd'hui. Dans le sens où Dembélé, tu peux tout dire, dans les petits espaces, il a quand même beaucoup de technicité pour lancer son partenaire aussi. Je ne suis pas sûr que Kolo Muani soit capable de lancer Hakimi dans la profondeur aussi instinctivement que Dembélé le fait actuellement. Dans les petits espaces, pareil, pour échanger avec Hakimi, je ne suis pas sûr que ce soit aussi naturel. Et puis surtout, bah voilà, en fait, cette relation est tellement notre facteur X offensivement aujourd'hui que rebattre les cartes, bon, je trouverais ça un petit peu idiot. Donc pourquoi pas garder cette option pour le mois de janvier, par exemple, où on va enchaîner les matchs, où Hakimi sera absent, sera à la CAN avec le Maroc. Voilà, pourquoi pas garder ça dans notre poche. Donc demain, j'opte pour le 4-3-3 classique, avec évidemment la possibilité de passer à 4 devant en seconde mi-temps, hein, parce que tu as Newcastle qui a un désavantage physique. Dans le sens où eux, depuis la trêve internationale de septembre, ils ont joué 5 matchs, nous 4. Ils ont quand même pas mal de blessés. Hein, certains joueurs qui sont revenus de blessure ce week-end, qui ont rechuté au bout de 4-5 minutes de jeu. Donc ça veut dire que ça force un petit peu sur les organismes. L'entraîneur,
Évidemment, il est réputé pour faire du bluff. Il en a encore fait en conférence de presse aujourd'hui. Mais par exemple, un Tonali qui n'a pas fait la séance dans son intégralité aujourd'hui, s'il est titulaire demain, bon déjà tu sais qu'il joue diminué et tu sais que l'entraîneur a forcé sur l'organisme pour essayer quand même d'avoir une équipe qui se rapproche de son 11 type. Malgré ça, il n'aura pas son 11 type. Ça, on peut en être certain. Voilà. Et puis aussi le fait qu'il redécouvre la Ligue des Champions. Alors oui, c'est dans leur stade, évidemment, donc ça peut les pousser, les galvaniser, mais de l'autre côté, ça peut aussi les pousser à des excès d'engagement, et du coup, par exemple, en fin de première mi-temps, flancher physiquement. Et à partir de la 70e, avec du coup leur blessé, une profondeur de banc un petit peu moins accrue, flancher pareil. Donc pour moi, repasser à 4 devant, je ne l'écarte pas totalement. Bien sûr, ils peuvent accuser le coup physiquement, même si la Première Ligue est le meilleur championnat pour ce genre de dimension, on va dire, de dimension physique, à savoir se gérer et en matière d'intensité. Bon, dans les cages de Donnarumma, évidemment, contre Clermont, j'ai bien aimé sa gestion des airs. Il a été plutôt bon sur les situations de centre, il y en a eu quelques-unes. Ça, c'est de bon augure parce que demain, des centres, il va y en avoir. Avec Trippier, par exemple, Donnarumma va avoir beaucoup de situations de ce genre. Évidemment, en jeu, capter les ballons tout de suite, voilà, pas en deux temps, voilà. S'imposer, avoir le bon timing, et puis bien sûr à la relance, il sera sollicité beaucoup plus que d'habitude, puisque Newcastle devrait plus nous presser que nos derniers adversaires. Alors ça, c'est aussi toute la question de cet avant-match. Est-ce qu'on doit s'attendre à la foudre de Newcastle en matière de pressing? Est-ce qu'ils vont décider de presser très intensément, sachant que, cette saison, ils pressent moins que la saison dernière. 2, ils ont des absences. Donc, quand tu veux te livrer complètement, nous, on le voit aujourd'hui avec Ugarte, par exemple, il suffit de sortir un joueur pour que la machine s'enraye. Mais de l'autre côté, ils sont à domicile. Évidemment, s'ils venaient au Parc des Princes, là, je t'aurais dit, ouais, ils vont adopter une attitude un petit peu passive sur la défensive, comme contre Milan. Mais demain, j'en suis pas si sûr en fait. J'arrive vraiment pas à savoir. Je pense que ça va être un entre-deux. Ils vont pas presser un contre un à fond, mais ils se livreront quand même un petit peu du fait de jouer à domicile et parce qu'ils ont aussi des capacités en contre-attaque en fait. Voilà, sur ces phases de jeu, il va falloir être très très vigilant, notamment Hakimi, mais on y reviendra. Moi, ce qui me fait le plus peur, comme je le disais, c'est qu'ils prennent aucun but sur leurs 5 derniers matchs. Donc ça témoigne évidemment d'une assise défensive très forte chez eux, d'une confiance déjà chez leurs défenseurs, alors que nos attaquants flanchent un petit peu en matière d'efficacité. Et les gabarits. Quand je vois les gabarits des défenseurs, bon, je me dis, les Ousmane Dembélé, les Kylian Mbappé, je pense qu'ils vont se retrouver par terre plus d'une fois. Voilà. Et puis sur coup de pied arrêté offensif, bien évidemment, bon, j'attends rien de mon équipe déjà parce que l'exécution technique par Dembélé n'est pas bonne. Et puis surtout parce que, en fait, à part Skriniar, on n'aura pas grand monde pour reprendre les ballons dans les airs face à de tels gabarits. Donc tout ça me fait un petit peu cogiter, c'est surtout cette assise défensive qu'ils ont. Alors Hakimi, bon, ce week-end contre Clermont, il a été un peu moins flamboyant, parce qu'il avait à jouer plus dans des petits espaces, mais ce que j'ai noté, c'est qu'il a moins couvert sa largeur. Les Clermontois, à la récupération, ont cherché des relais dans l'axe, mais pour aller chercher les ailes comme finalité. Donc demain, Hakimi qui s'est retrouvé parfois à courir vers son but, dépassé dans sa gestion de la largeur. J'espère que demain, là, dans ce rôle un peu hybride, qu'il doit encore évidemment s'approprier, ce rôle plus axial dans ce 3-3-4 où finalement il est limite un relayeur, je trouve que la gestion de la largeur sur les transitions défensives va être un vrai enjeu demain pour lui. Peut-être un petit peu moins se livrer quand on a le ballon pour assurer. Marquinhos, évidemment, axial droit. Bon, c'est un de ceux dans le 11 où, au vu de son début de saison, j'ai le plus confiance. Sur coup de pied arrêté, défensif cette fois, il va avoir de sacrés clients, de sacrés défis physiques qui vont l'attendre dans les duels aériens, donc attention. Et à la relance, contre Clermont, il a été très bon avec ballon, alors qu'il était dans un rôle excentré. Et retenez ça, contre Clermont, il joue latéral, et il est bon avec ballon, dans un rôle excentré. Et ensuite, dans son rôle axial, c'est un joueur qui met de la verticalité comme aucun autre défenseur aujourd'hui, donc j'espère que demain, il fera pareil.
Je passe à Skriniar, qui sera titulaire axe gauche, même si on va nuancer ça. Déjà dans les duels aériens, j'espère qu'il va être meilleur que contre Clermont ce week-end, où clairement il n'a pas du tout été impérial et les Clermontois réussissaient à trouver leur numéro 9 en relais dos au but, en point d'appui, avec un Skriniar qui était très souvent dépassé ou qui devait faire faute pour s'en sortir. Donc j'espère que demain, les duels aériens, il va mieux les gérer. Ça, de toute façon, c'est une constante de ses premiers matchs au PSG. Il est moins bon dans les airs qu'à l'époque Inter Milan. Pourquoi ? Peut-être parce qu'il y a des physionomies différentes en Ligue 1 qu'en Serie A, quoique ça je le nuancerai, parce qu'en Serie A, tu as quand même aussi des beaux bébés en attaque qui t'offrent de vrais duels physiques. Mais aussi et surtout parce qu'il a une blessure au dos, qui fait que mentalement, je pense, il se livre un peu moins, il réfléchit un peu plus au moment de sauter en matière de timing, ce qui fait qu'il est un petit peu en retard, qu'il gère un petit peu moins bien ses duels. Si Newcastle décide de nous presser intensément, j'ai une suggestion. S'ils décident de nous presser intensément, ça veut dire qu'ils auront travaillé ce match comme pas possible. Et donc, ils auront identifié nos faiblesses, parmi elles, le pied gauche de Skriniar, puisqu'à chaque fois qu'il a le ballon, il cherche à se mettre sur son pied fort, qui est le droit. Donc, Newcastle pourrait faire comme Nice, il y a 3 semaines, à savoir viser Skriniar, l'isoler sur son pied gauche pour qu'il panique et que soit il reparte vers l'arrière, soit il fasse n'importe quoi. Donc dans cette dimension-là, je ne m'interdis pas de foutre Skriniar axial droit si je vois que Newcastle se livre vraiment, vraiment beaucoup et mette à l'agonie Skriniar. Donc je ferai repasser Skriniar axe droit, mais pas Marquinhos axe gauche. À savoir, Marquinhos très bon en tant que latéral, et vous comprenez pourquoi tout à l'heure je vous disais de retenir ses capacités ballon au pied contre Clermont dans une position excentrée de latéral puisqu'il remplaçait numériquement Lucas Hernandez. Donc je mets Marquinhos à droite, Skriniar axe droit, Lucas Hernandez axe gauche, et je fais basculer Hakimi côté gauche avec son grand copain Mbappé. Pourquoi ? Parce que si je mets Skriniar axe droit avec Hakimi côté droit, Skriniar aura donc beaucoup de grands espaces à gérer du fait de l'investissement offensif d'Achraf Hakimi. Problème, ce serait se tirer une balle dans le pied en fait que de faire ça. Pourquoi ? Parce qu'avec son déficit de physique, Skriniar se retrouverait complètement perdu. Déjà que le faire changer de côté, ça lui ferait rechercher de nouveaux repères. Donc je mets Marquinhos latéral droit pour avoir cette petite sécurité, ce joueur assez rapide qui se livre pas vraiment. Et donc sur le côté gauche, Hakimi avec Lucas Hernandez dans le rôle de couverture derrière lui. Voilà ma petite suggestion si Newcastle nous presse vraiment, vraiment. Hein. Mais là, c'est vraiment au cas où ils font du 1 contre 1, quoi. Du truc à la culotte. Hein. Et que Donnarumma se met à réenvoyer des parpaings en touche, comme il le faisait l'année dernière. Ces derniers temps, il a arrêté, c'est très bien. Mais aussi, c'est parce qu'on a affronté des équipes qui se livrent pas vraiment. Bon, Lucas Hernandez, sur le papier, latéral gauche comme d'habitude, totale confiance pour verrouiller son côté. Le problème, c'est que là, on a appris l'absence de 4 mois de Nuno Mendes. J'y reviendrai dans une prochaine vidéo. Parce que je n'ai pas oublié, la semaine dernière, je n'ai pas fait de vidéo, mais pas oublié. Je demande à Lucas Hernandez de plus se livrer. Là, on sait que pendant 4 mois, on ne va pas avoir de Nuno Mendes. Du coup, quand on pensait que Nuno allait revenir dans 15 jours, 3 semaines, on disait bon, le déficit de vivacité sur le côté gauche, c'est pas grave, il sera comblé avec le retour de Nuno. Mais là, du coup, je demande à Lucas un effort supplémentaire, à savoir se livrer beaucoup plus, porter le ballon beaucoup plus haut, beaucoup plus souvent pendant le match. Ugarte, bon, on l'attend à fond à la récupération, je n'étaye pas. Évidemment, hâte de le voir avec ballon face à un milieu qui va lui imposer un vrai défi physique et d'intensité s'il décide de se livrer, avec Bruno Guimaraes, bien évidemment, qui est un leader de cette équipe. D'ailleurs, Bruno Guimaraes, rappelez-vous mes vidéos cet été, je vous disais, si Verratti part, je prends Guimaraes. Voilà, parce que pour moi, techniquement extraordinaire. Warren Zaïre-Emery, bon, alors il a pris un jaune samedi en Ligue 1, du coup il est sous la menace d'une suspension pour accumulation de jaunes en championnat. C'est pas très malin, vu que demain, enfin après-demain jeudi, on va avoir les 4 qui ont fait les champs après Marseille qui vont passer en commission et qui risquent d'être suspendus. Mais du coup, ça me fait ma transition sur ce que je dis toujours avant les matchs de Ligue des Champions. Attention au carton jaune, à l'accumulation, à la possible suspension, sachant qu'au milieu, on est vraiment ric-rac. Et pour demain,
Warren, on l'attend au niveau du défi physique, bien sûr, hein, que Newcastle va lui imposer. Et surtout, avec ballon, qu'il cherche son numéro 9, qu'il cherche des solutions axiales, voilà, qu'il ne cherche pas trop les ailes, qu'il n'abuse pas trop des passes latérales. Vitinha à gauche, sur le côté d'Mbappé, comme d'habitude. Hein, voilà. Alors, j'ai confiance en Vitinha, même s'il reste sur un match un peu moyen contre Clermont. Le problème, c'est que Warren, contre Marseille, dans le double pivot, tout de suite, il s'incorpore facilement. Il comprend son rôle, il est polyvalent, et il s'approprie ce double pivot nouveau pour lui dès les premiers instants du match. Contre Clermont, Vitinha qui découvre le double pivot, alors avec Fabian Ruiz, qui n'est pas Ugarte qu'a eu Warren contre Marseille, mais dans tous les cas, Vitinha, il lui faut bien 40 minutes pour appréhender son rôle. Hein. Il se cherchait complètement, tu sentais que, en fait, c'est vraiment un joueur de système qui a besoin de consignes très claires pour performer. Voilà. Et d'automatisme, de temps pour s'approprier ses rôles. Donc, il retrouverait son rôle de relayeur gauche, de compensateur avec Mbappé, ce qui n'est pas plus mal. Ousmane Dembélé à droite, bon, je n'étaye pas, parce que je pense que Dembélé, on va en parler dans le débrief, donc j'étaye pas. En pointe, allez, je mets Colomani parce que je pense que Newcastle va être une équipe face à laquelle il va avoir des libertés, beaucoup plus d'espace, et donc pour lui donner de la confiance, je le titularise demain. Et Mbappé à gauche. Alors Mbappé, je terminerai avec lui. Il y a eu un article ce week-end de l'équipe pour dire qu'il n'est pas au top physiquement en ce moment à cause de son passage au loft, puisqu'il accuse le coup, il a besoin de prendre du rythme pour retrouver ses capacités physiques optimales, puisqu'il a un vrai décalage, et que d'ailleurs, les joueurs du loft qui ont été vendus cet été, lors de leurs tests médicaux dans leur nouveau club, il y avait des données qui étaient quand même assez alarmantes sur leur niveau. Donc en gros, au loft, ça ne travaillait pas. Voilà. En gros. C'est marrant puisque c'est ce que je disais tout l'été. Mbappé au loft, ok, c'est bien si tu veux t'en séparer, si tu veux lui mettre la pression, mais si derrière, au 1er septembre, il est parisien, il va y avoir un décalage physiquement avec ses partenaires. Et surtout, si entre-temps, tu as perdu des points sur tes premiers matchs, alors que Mbappé aurait pu te faire gagner ses matchs, tu pourras regretter cette mise au loft. Bingo, ça n'a pas manqué. Le problème, c'est qu'on a perdu des points sans Mbappé, avec lui aussi, du coup ça nuance ce que je disais, mais si on a perdu des points avec lui, c'est aussi parce que, à cause du loft, enfin je ne sais pas si on se rend compte, on parle quand même d'un joueur qui n'a pas joué pendant 2 mois en compétition officielle. À l'échelle d'Mbappé, 2 mois, c'est absolument énorme. Je me demande si c'est pas inédit dans sa carrière en fait. Donc, c'est complètement logique qu'aujourd'hui, il accuse le coup. Maintenant, le problème, c'est que contre Marseille, il a la gêne. Il force jusqu'à la 29e avant de sortir. Contre Clermont, il aurait pu rester au frais, au repos, mais au final, il est titulaire. Alors, est-ce que c'est lui qui a forcé? Est-ce que c'est le staff qui pousse sur le joueur? Je pense que c'est un mélange des deux. Donc, est-ce que aussi, tactiquement, on ne peut pas envisager un Mbappé véritable numéro 9, un rôle qui l'économiserait en fait, qui lui permettrait de reprendre du rythme tout simplement. Numéro 9, comme j'ai le souvenir du match retour contre Manchester City en phase de poule 2021 à l'Etihad Stadium où il est très très bon dans cette panoplie du numéro 9. Pourquoi pas, voilà, ça peut être un rôle provisoire quitte à reprendre un petit peu de rythme. Voilà. Et demain, du coup, pour Mbappé, j'attends vraiment un match avec beaucoup de justesse technique, parce que c'est ce qui lui manque, en fait, dans le contenu de ces matchs. Et surtout, c'est ce qui a été criant contre Dortmund à l'échelle de l'équipe. Voilà. Aujourd'hui, évidemment, on a un talent qui est moins important que l'année dernière. Et du coup, en matière de justesse technique, c'est quand même très déficitaire. Contre Dortmund au premier match, contre Clermont ce week-end. Et donc demain, j'espère que le PSG sera très juste, parce que du fait de la solidité défensive de Newcastle, devant le but par exemple, les derniers gestes, on ne pourra pas se permettre de tergiverser, de faire la frappe que Colomani nous fait en première mi-temps sur le centre à ras de terre d'Mbappé, là, où il s'en mêle les pinceaux avec son pied d'appui. Là, c'est pas possible. Demain, il va falloir marquer, et si possible, très rapidement. Voilà, avec un sang-froid devant le but. Bref, bonne soirée à tous, bon match demain, profitez bien de ces rencontres de Ligue des Champions qu'on adore en tant que fan de foot avant tout, et on se retrouve pour le débrief bien sûr. Ciao les amis, prenez soin de vous, et n'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci à tous de me suivre au quotidien. Le mois de septembre a été exceptionnel pour la chaîne, puisque d'habitude, après la clôture du mercato, les chiffres sur la chaîne sont divisés par 2. Les vues, le temps de visionnage, les abonnés, les revenus aussi, et là, on est sur les mêmes standards que le mois d'août.
Voilà, donc c'est absolument exceptionnel, c'est complètement inédit sur la chaîne YouTube. Essayons de continuer au mois d'octobre, même si ça me paraît quand même un peu compromis. Mais dans tous les cas, merci à tous du fond du cœur. Je prends très peu, souvent, le temps de parler de la chaîne YouTube et de vous remercier parce que là, clairement, quasiment toutes les vidéos du mois de septembre ont dépassé la barre des 10 000 vues. Sachant qu'on est quand même sur un rythme d'une vidéo tous les 2 jours. Ouais, tous les 2 jours. C'est quand même assez énorme. Pour une chaîne à 60 000 abonnés, vraiment, je suis très très content et c'est grâce à vous, bien évidemment. Ciao les amis, prenez soin de vous.